Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo de philosophie et de sociologie pour vous parler des esclaves. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit hier, petit texte qui s'appelle « Le rêve de l'esclave ». Petit texte qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur le monde et sur la situation de la grande majorité des Français. Ce petit texte s'appelle donc « Le rêve de l'esclave ». Les Français ont la soumission inscrite dans leur gène, car c'est traditionnellement et historiquement un peuple de serfs, c'est-à-dire des hommes qui appartenaient avec leurs terres aux seigneurs qui les exploitaient et les administraient. Ainsi, si la liberté d'agir de leur propre chef a été chez eux progressivement éliminée par une sélection culturelle et génétique drastique, il reste au fond d'eux le rêve de liberté et le souvenir de ce désir de se libérer qu'ils vivent comme une terrible frustration, leur volonté ayant été amoindrie par une sélection génétique à la soumission. Les Français sont fondamentalement des esclaves souvent fascinés par ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils rêvent d'être, c'est-à-dire des racailles, des gangsters et des révolutionnaires qu'ils idéalisent et admirent, individus violents, asociaux et cruels qui ont cette capacité rare à transgresser les lois imposées par les maîtres. Voilà, petit texte qui malheureusement pourrait paraître caricatural mais qui ne l'est pas tant que ça. Alors, ce petit texte que j'ai passé sur mes réseaux sociaux, principalement sur Facebook, m'a permis d'avoir des discussions très enrichissantes avec d'ailleurs des Français. Et j'ai une discussion que j'ai eue avec Henri de Marsay que je vous le passe parce que ce système de caste, ce système de cette soumission que l'on pourrait penser totalement négatif chez le Français, n'est pas uniquement négatif et a permis quand même l'émergence de nombreux individus capables de créer une pensée constructrice qui a été utilisée dans le monde entier, de créer des génies. Alors je vais vous lire cette petite conversation qui est très intéressante que j'ai eue avec Henri de Marsay. Henri me disait « Comment se fait-il que la France ait produit une large part des grands hommes dans tous les domaines de la civilisation occidentale ?» Alors je lui répondais « Le système de caste stabilise un pays et permet de créer une puissance économique souvent efficace et très organisée. Mais le manque de méritocratie fait dégénérer la caste dominante qui entraîne une mauvaise gestion du pays. Cette caste dirigeante qui finit par être remplacée par celle d'en dessous. Ce qui se passe toujours, à force de se reproduire, ne pas avoir de sélection d'individus de bonne qualité, les fils des pères étant souvent moins bons que les pères, il n'y a pas de rentrée de sang neuf dans la caste dirigeante, ils finissent par endogamie, par dégénérer moralement mais aussi génétiquement. Alors, il répond, d'accord, mais pourquoi la France produit en si grand nombre, et plus que d'autres, des individualités fortes et souvent révolutionnaires, ce qui est vrai aussi. Et je lui ai répondu, ce qui est très important à comprendre, que ce système de caste, ce système qui brime les gens et qui fait souvent des abrutis aigris, génère aussi des gens très intelligents qui peuvent apporter beaucoup à l'humanité. Et oui, il y a toujours du bien dans le mal et du mal dans le bien. Alors je lui ai répondu, c'est la frustration qui brime la majorité, mais fait exploser dans la haine et la colère des génies. Oui, parce que si cette frustration rend la plupart, la majorité des individus, comme de petits gens, de petites personnes grises, aigrises, jalouses, des tièdes et des gris, comme je les appelle, des gens jaloux qui, au fond d'eux, savent qu'ils n'ont pas la volonté, génétiquement et culturellement pour monter, et même le système les brimant, ils deviennent jaloux de ceux qui, à côté d'eux, ont parfois cette énergie
Et cette capacité à pouvoir s'élever, et par jalousie, vont les tirer vers le bas. Hein. C'est classique du français. Mais d'un autre côté, ça met une telle pression sur certains individus, une telle frustration, que l'on voit naître dans la colère et la haine des individus qui brillent et qui dépassent qui montrent, qui apportent de la lumière dans ce monde parce qu'ils ont eu cette colère et cette volonté de se sortir de ce milieu qui les brimait. Donc, ça leur a donné encore plus de volonté de se sortir de ce marasme et de cette merde française. C'est typique, hein, c'est pour ça que beaucoup de génies français partent à l'étranger parce qu'ils ont quand même l'enseignement en France, hein, ils ont ce système de caste, ce système très organisé, hiérarchisé, qui permet quand même d'accéder, puisque c'est stable, hein, à un enseignement de qualité correcte, même si, sortant de cet enseignement, le système de caste les empêche de monter, ils vont être aigris, ils vont être brimés, ils vont être frustrés, va naître une colère qui va souvent s'exercer, pas forcément dans la destruction, mais dans le besoin de créer, de s'affirmer, et à ce moment-là, ils vont créer plus que dans d'autres pays, hein, que des individus d'autres pays, parce qu'ils ont cette colère et en même temps cet enseignement. Et ça, c'est propre à la France, hein, et c'est pour ça qu'on voit nos hommes, nos génies, s'exporter à l'étranger, hein, et ne pas rester forcément en France. On voit des gens capables de concevoir et de créer, mais les applications de ce qu'ils ont inventé et créé se passent souvent à l'étranger. Voilà, cette petite discussion intéressante, voilà. Alors il me répondait, à cause du système de caste qui paradoxalement endurcit ceux qui veulent être libres. Voilà, le système de caste endurcit et génère en vérité des génies qui ont la force de sortir, mais qui ont été par ces brimades, par ce système qui les opprime, qui les ont rendus encore plus forts. Hein. Ce qui ne te tue pas te renforce, bien sûr, mais on peut dire aussi que ce qui ne te tue pas t'affaiblit, te rend malade et finit par te rendre un légume aussi. Hein. Voilà. Alors, il y avait Christian qui récupérait effectivement, Christian Barme, dans cette petite discussion intéressante, disait « Quand on a le confort, pourquoi prendre des risques ?» C'est plus ou moins ce genre de mentalité en France, mais pas que. La situation a beau pourrir, elle reste tenable. Oui, c'est le conformisme. Oui, il a absolument raison. Tu as un petit confort quand même, mais tu ne peux pas monter. Ça crée une petite mentalité de jaloux, malheureusement. Mais si on prend du recul, on s'aperçoit quand même qu'il y a des avantages et il faut les utiliser. Voilà. Une discussion intéressante qu'il y avait. Alors, d'autres personnes me disaient, mais les Chinois aussi sont soumis. Alors, je dis, oui, les Chinois, c'est un peuple soumis, comme les Français, mais ils ne sont pas soumis à un maître, hein. Ils ne sont pas soumis à un seigneur, ils sont soumis au groupe, hein, et les Chinois sont capables de créer, quand même, d'inventer, mais ils sont extrêmement organisés, mais ils sont soumis non pas à un seigneur, mais au groupe. Le groupe qui, en général, sélectionne par méritocratie des individus. On est quand même dans un confucianisme. Hein, chez les Chinois, c'est un système fonctionnaire, en vérité. Les villages, les villes, les régions, sélectionnant les individus les plus méritants, les plus capables, hein, dans leur domaine, pour leur payer un enseignement, hein, pour leur payer, en général c'était avant l'apprentissage de cette écriture chinoise logographique, hein, cette écriture avec des symboles, symboliques, hein, représentant des choses, hein, mais pas des sons. Hein. Donc c'était une écriture qui est très dure à apprendre. Ensuite, venaient les écoles de mandarin, par l'école du Parti communiste. Hein. Donc on se groupait, hein, ce système de tontine qu'on voit, hein, c'est un peu la même chose dans le commerce, pour former des intellectuels et des gestionnaires. Dans ces écoles, on prenait les mecs qui étaient plus doués dans le village, tout le monde se groupait, et ensuite ils allaient se vendre comme conseillers auprès des princes, auprès de l'empereur. Maintenant, c'est auprès du Parti communiste chinois, c'est toujours le même système, et quand ils arrivaient à un haut poste, ils faisaient retomber sur leur région, leur village, leur ville, par justement des possibilités de faire du commerce ou de l'argent global. Ils redonnaient, c'est-à-dire qu'ils renvoyaient l'ascenseur à la région et à la communauté qui les a fait monter. C'est typiquement chinois, ça se passe comme ça
en Chine. Mais il y a une soumission au groupe, il n'y a pas d'individualité, et ça vient de mais pas soumission au seigneur. Ça vient de la culture du riz, où c'est génétiquement inscrit dans le chinois, génétiquement et culturellement, les deux sont toujours liés. C'est le fait de, culturellement, quand tu as une parcelle de riz, tu ne peux la travailler que quand tu as d'abord fait des travaux communs avec tous les villageois du coin, dans les travaux d'irrigation pour irriguer ta parcelle, et ensuite vient le travail de ta parcelle. Ce qui fait prendre conscience à tous les Chinois qu'ils font partie d'un tout et qu'ils sont subordonnés au groupe. C'est le groupe qui est en premier, car sans le groupe, tu ne vis pas. Alors que dans une civilisation occidentale, comme la nôtre, c'est la civilisation du blé, où chaque individu essaye d'être le plus productif sur sa parcelle de blé, et pour pouvoir justement produire plus et vendre plus, et ensuite être plus puissant et racheter peut-être les parcelles du voisin. Donc c'est une espèce d'individualité européenne sans pitié qui fait passer le groupe après l'individu. La Chine permettant une meilleure gestion, mais moins d'invention. L'Europe permettant par cette mentalité plus d'invention, mais une moins bonne gestion puisqu'il y a une lutte interne trop violente. Donc c'est à chaque fois, c'est l'histoire du blindage ou de la vitesse pour les chars, je vous l'ai déjà expliqué. Les deux sont valables, il faut trouver un bon compromis. Voilà, petite vidéo. Alors bien sûr, on pourrait dire les Allemands. Les Allemands, eux, c'est quand même différent. Ce n'est pas des soumis de base. L'Allemand est soumis à un guide, mais à un guide qu'il a élu démocratiquement. C'est inscrit en lui. Depuis toujours, les Allemands se définissent comme des peuples d'hommes libres. Et il y a plein de petites anecdotes, par exemple, un prisonnier, j'avais regardé ça sur Lama Fâché, vous voyez, j'ai même des chaînes culturelles qui m'expliquaient, et on le voit chez les Allemands, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de confinement, les Allemands, que un prisonnier, s'il tente de s'évader, n'aura pas un alourdissement de sa peine, parce que la liberté est considérée comme un droit fondamental, la recherche de la liberté de tout homme. Et l'Allemand n'est pas un peuple de serfs, il a servi les autres, on l'a bien vu en 40, avec cette expansion à l'Est, c'est une expansion d'asservissement, mais l'Allemand, le peuple germanique en lui-même, se considère comme un peuple libre, qui ne doit pas être soumis. C'est dans sa mentalité, c'est un peuple profondément démocratique. Les leaders sont élus, et la noblesse germanique était elle-même élue par les corporations, c'est le travail qui avait le plus d'importance, et on allait chercher des fois un noble pour protéger, et il avait une puissance qui était inférieure à celle des corporations qui étaient les travailleurs, les grosses industries, ou les gros producteurs, les pêcheurs, les meuniers, les maréchals ferrants, les forgerons, les bâtisseurs. Donc ce sont les corporations, les marchands, les négociants, surtout les négociants et les marchands. Alors après on pourrait dire oui, mais regardez les Slaves et les Russes. Alors c'est pareil, le russe, le servage du russe, le servage est aussi propre aux Russes, mais le servage russe n'a rien à voir avec le servage français. Et on voit dans le servage russe un peu une ébauche de communautarisme, de communisme même. Les peuples ne changent pas fondamentalement. Il n'y a qu'à lire Tolstoï, et on s'aperçoit que même si le serf appartient avec sa terre à un noble, attention, le noble peut être un noble qui a gagné sa noblesse au combat ou en administration. Donc la noblesse, elle est moins par le sang que par on va dire, ton travail, tes camarades avec lesquels tu as réussi à prendre une place, à bien gérer une région ou à bien combattre. C'est une noblesse qui est plus poreuse, dans laquelle on peut rentrer, et même si tu es propriétaire de terres avec des individus dessus, il y a un système de gestion qui n'était pas du tout le même que celui de la France. D'abord, ce sont des étendues beaucoup plus vastes, où souvent le seigneur habite loin et ne voit pas ses serfs, il va rarement sur son territoire. Et ce qui est souvent pratiqué en Russie, c'était que les serfs élisaient eux-mêmes celui qui allait les gérer, le gestionnaire, l'administrateur, pour le seigneur. Et il était issu de leur communauté, la communauté des serfs, et c'est lui qui effectuait la gestion, l'administration pour le seigneur. Donc il y avait déjà une ébauche de communautarisme communiste. Alors c'est pas le paradis, c'était pauvre, tout ça. Mais on voit déjà dans la mentalité une certaine liberté. Et puis la grandeur du pays, l'espace du pays, fait que la pression exercée
par le Seigneur était quand même moindre, puisque ce sont quand même de vastes espaces, et tu peux facilement te barrer si on te fait chier, que tu sois seigneur avec des problèmes, hein, que tu sois de la noblesse avec des problèmes avec d'autres nobles, ou que tu sois un cerf. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura fait comprendre un peu la mentalité des esclaves et le rêve des esclaves. C'est pour ça qu'en France, c'est classique, hein, les esclaves sont en admiration devant les gangsters. Alors maintenant les jeunes les racailles, hein, vous voyez les séries sur Netflix, hein, on est en admiration avec les racailles. J'ai vu, je crois que je me souviens plus, une série, là, ça se passe à Marseille. Alors, c'est absolument pas la réalité, hein, de ce qui se passe. On voit des petits bourgeois qui sont là, un peu pris en otage dans une cité avec des voyous issus de la diversité. Donc ça se passe absolument pas comme ça. Ils sont peut-être extrêmement violents et se font des guerres sanguinaires entre eux, mais ils n'ont pas cette agressivité, surtout avec des gens qui vont venir les filmer pour faire un clip de rap, hein. Ils vont être contents à l'arrière. En France, c'est bien, en France, ils prennent un café, tout ça. Ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas des voyous, ils vont pas mal leur parler. Donc c'est un fantasme de bourgeois qui a fantasmé sur la racaille. De la même façon, on voit l'idéalisation des gangsters à la télévision française, comme le film Mesrine. On voit plein de jeunes qui essayent, qui admirent Mesrine. En fin de compte, ils admirent tout simplement un individu qui était cruel, violent, hein, asocial, mais qui avait cette qualité qu'ils n'ont pas, de s'être soustrait à cet ordre hiérarchique, hein, typiquement français, à ce servage qui ne veut pas le dire, qui n'ose pas porter son nom. On va dire la France est un pays d'esclaves, hein, et effectivement, qu'ils soient bons ou méchants, les Français sont en admiration devant les hommes qui se libèrent, même si c'est dans la voyoucratie et la cruauté, hein, alors que ça reste des voyous qui font des actions en général de prédation sur la population en général. Donc voilà, ce n'est pas des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, ce sont des voyous pour qui fréquentent les voyous. Vous savez très bien que les voyous n'ont pas autant de paroles et de droiture qu'on le pense. Je me souviens d'un ami qui était un gangster, un gang très connu, qui rigolait là-dessus et qui dit « Mais qu'est-ce que vous croyez, les gangsters ? Il n'y a pas pire qu'eux. » Et lui, c'était un gros gangster. Et oui, hein, qui est désinhibé, l'est aussi avec les autres gangsters, hein, et c'est la loi du plus cruel, toujours. Hein. Voilà. Alors évidemment, après, dans les cités, c'est autre chose, puisque c'est la camaraderie tribale, donc il y a une espèce d'amitié qui se lie qui est culturelle, qui fait jusqu'à la mort, mais ça n'empêche que qu'ils pratiquent des actions, en général, qui sont des actions qui ne sont pas bonnes pour la société, même si, dans ces cités, l'amitié est fondamentale, hein, et c'est pas forcément la cruauté, c'est la cruauté entre groupes. Voilà. Petite vidéo, voilà, pour vous expliquer pourquoi le français est en admiration. Hein. Il rêve de liberté, donc il va être en admiration devant des mauvais garçons qui sont en vérité des fléaux pour le groupe. Mais le groupe est en si mauvais état qu'on se demande des fois s'il ne faudrait pas le désagréger pour le refaire, le détruire pour le construire. C'était Fred Delavier, je vous aimais. Paix sur terre.